Alors merci à tous d'être là pour cette table ronde sur les femmes de savoir. Merci aux organisateurs de m'avoir sollicité pour la tenir et surtout merci à nos intervenantes d'avoir accepté d'être présentes. À ma gauche, Pascale Barthélémy, historienne, maîtresse de conférences HDR à l'ENS de Lyon, a notamment travaillé pour sa thèse sur la formation d'enseignantes et de sages-femmes dans les écoles fédérales d'Afrique occidentale française, des années 20 à l'indépendance. Puis pour son HDR, a travaillé sur les liens entre les militantes françaises et africaines durant la période coloniale tardive. Et ça vient de sortir en livre, je crois qu'elle pourra vous montrer ça. Ça a été publié sous le titre « Sororité et colonialisme, française et africaine au temps de la guerre froide ». 1944-1962 aux éditions de la Sorbonne. Voilà, il est sorti juste il y a 2 jours, je crois. Voilà. À sa gauche, Tanella Boni, ivoirienne, philosophe, professeure de philosophie à l'université d'Abidjan et écrivaine de poésie et de fiction, distinguée par différents prix, pour n'en citer que 2 parmi un grand palmarès, notamment le prix Amadou Kourouma et le prix Théophile Gautier de l'Académie française. Et enfin, Raïssa Amalou, née à Kinshasa, physicienne de formation, professeure de sciences, également auteure et éditrice de manuels scolaires et fondatrice d'une semaine de la science qui se tient au Congo tous les ans depuis 2014. Et depuis 2016, elle travaille pour le gouvernement de la République démocratique du Congo sur différentes missions d'évaluation de l'enseignement secondaire et supérieur et de promotion de la science. Nous aurions aussi dû avoir avec nous Yvonne Bourou, qui malheureusement, dû à un décès familial, a dû se rendre à Nairobi. Et voilà. Donc ce panel porte sur les femmes de savoir. Dans un colloque sur les modernités, on aurait pu penser à d'autres figures féminines pour parler des liens entre le féminin et la modernité. Hier, Tanella Boni évoquait une rencontre avec une femme non instruite qui mobilisait ce vocabulaire de la modernité. Donc voilà, les femmes instruites et les femmes de savoir sont loin d'épuiser le sujet des liens entre le féminin et le moderne en Afrique, mais c'est tout de même une figure très centrale autour de ce lien, puisque c'est notamment cette figure des femmes de savoir qui vient subvertir l'association entre les femmes et la tradition, qui est, suivant les lieux, construite ou renforcée à la période coloniale, puisque en fait, les autorités coloniales font des femmes instruites vraiment une incarnation de la modernité qu'elles posent en contraste avec les autres femmes qui seraient vraiment les gardiennes de la tradition. Et cette image-là est reprise par les élites africaines à la période coloniale puis après l'indépendance. Voilà, donc du fait de tous ces liens, c'est assez intéressant de se pencher sur cette figure des femmes de savoir dans ce colloque sur les modernités. Mais concrètement, là, on va s'éloigner de ce vocabulaire de la modernité pour parler plus concrètement des parcours de ces femmes de savoir, de leur formation, de leurs expériences et puis de leurs contraintes et leurs engagements. Donc ce panel va être organisé en 2 temps. Un premier temps sur les parcours, comment est-ce qu'on devient une femme de savoir en Afrique, et un deuxième sur les engagements de ces femmes de savoir. Pour chacun de ces 2 temps, je donnerai d'abord la parole à Pascale Barthélémy, qui répondra à partir de son expertise en tant qu'historienne. Puis je passerai la parole à Raïssa Amalou et Tanella Boni, qui éclaireront cette question à partir de leurs propres expériences, qui documentent à la fois des trajectoires dans des disciplines différentes, des espaces différents, et puis des générations différentes. Donc pour commencer, sur ce premier temps sur les parcours des femmes de savoir, notamment leur parcours de formation, j'aimerais donc demander à Pascale Barthélémy, tout d'abord, les femmes que vous avez étudiées dans votre thèse, donc ces élèves des écoles d'institutrices et de sages-femmes d'Afrique occidentale française, est-ce qu'on peut les considérer comme les premières femmes de savoir en Afrique de l'Ouest? Et par ailleurs, en quoi leur formation en fait des femmes de savoir et quels obstacles rencontrent-elles pour accéder à ces formations? Merci beaucoup Florence, et je voudrais remercier aussi bien sûr l'ENS pour m'avoir associée à ce très beau colloque.
Alors effectivement, j'interviens dans ce panel comme historienne, hein, donc pas sur mon propre parcours, mais pour parler en fait de la vie d'un certain nombre de femmes qui ont été peu nombreuses et que j'ai étudiées effectivement lors de mon doctorat. Des femmes donc qui ont été formées pour devenir des sages-femmes et des institutrices dans le cadre donc d'écoles coloniales mises en place par les Français en Afrique de l'Ouest, entre les années 20 et les années 40, des femmes qui aujourd'hui sont pour beaucoup décédées, mais qu'au moment de mon doctorat, qui remonte à déjà un certain nombre d'années, j'avais pu interviewer donc dans 5 pays de la sous-région d'Afrique de l'Ouest. Et vous avez donc sur la première diapositive la couverture du livre donc, qui est issu de ce travail de recherche, et puis également donc, des photos de promotion. Celle en haut à droite qui représente une promotion d'institutrice de l'école normale de jeunes filles de l'AOF dans les années 40, et celle en dessous qui est plus ancienne et plus rare parce que j'en ai pas trouvé beaucoup, qui date de 1933 et qui représente donc une promotion de sage-femme dite à l'époque indigène puis africaine dans les années 50. Alors on est dans un colloque sur la modernité et Florence disait que effectivement ces femmes ont été formées par les Français pour incarner ce qui était compris et entendu comme une certaine modernité, pour incarner avec des guillemets de nouvelles femmes. Mais en fait, moi, c'est pas tant ça qui m'a intéressée, même si évidemment, je me suis intéressée au contenu de leur formation et à l'idéologie qui a sous-tendu leur formation. Ce que je voulais comprendre par mon travail, c'était ce que ça avait changé dans leur vie, en fait. Ce qui m'intéressait, c'est pour ça qu'on a mis l'accent dans cette table ronde sur les parcours. Parce que en fait, ce sont des parcours, des trajectoires qui avaient été complètement invisibilisées par l'histoire générale de l'Afrique. Et je suis heureuse que Catherine Cockry-Widrowicz soit ici présente, puisque c'est grâce à elle en fait que je me suis intéressée à ce sujet, puisqu'elle a dirigé ma thèse et qu'à l'époque, on connaissait fort bien, ou on commençait à bien connaître, on va dire, les pontins, c'est-à-dire les équivalents masculins de ces femmes, qui étaient en fait des jeunes gens venus d'Afrique occidentale d'un certain nombre de pays, donc alors sous domination française, formés à l'école normale William Ponty pour devenir soit, selon les sections, des médecins, des employés de l'administration ou des instituteurs. Donc ces noms, leurs noms sont restés célèbres, bien sûr. Vous connaissez Félix Houphouët-Boigny, Modibo Keïta, Abdoulaye Sadji, bref, des romanciers, des hommes politiques. Leurs équivalents féminins n'étaient absolument pas connus par l'historiographie, et encore aujourd'hui, même si le livre donc a déjà quelques années et même si leur histoire commence à être réappropriée dans les sociétés africaines d'aujourd'hui, bon, il n'y a pas tant de gens qui savent que Mariam Abba, par exemple, la célèbre romancière sénégalaise, est une ancienne élève institutrice qui a obtenu son diplôme en 1947, ou que d'autres, dont je vais parler tout à l'heure, ont eu cette formation. Donc ces femmes, je l'ai dit tout à l'heure, sont extrêmement peu nombreuses. J'avais recensé 990 diplômés, donc 1000 femmes en gros, sur une période quand même de presque un demi-siècle. Et pour répondre à la première partie de la question de Florence, est-ce que ce sont les premières femmes de savoir en Afrique? Évidemment non. Tout dépend ce qu'on définit comme les savoirs et ce qu'on met derrière ce mot. Il existe évidemment des savoirs de nature religieuse, des savoirs techniques, des savoir-faire, des savoirs commerciaux, des savoirs agricoles. Bon, je ne vais pas énumérer toute la liste. Ces femmes-là sont des femmes de savoir dans le sens où elles ont reçu un certain nombre de connaissances dans le cadre scolaire et aussi de connaissances professionnelles, puisqu'il ne faut pas oublier que leur métier ensuite a été central dans leur vie, leur métier de sage-femme ou d'institutrice. Alors, des connaissances importées, venues de l'extérieur, importées par les colonisateurs européens, qui avaient pour ambition, évidemment, pas d'émanciper les femmes, au contraire, mais plutôt d'en faire des auxiliaires de l'administration. Et pour cela, donc, avaient été créées des institutions tout à fait singulières et originales. On a des exemples de pensionnats équivalents dans d'autres pays africains, mais ces grandes écoles fédérales d'Afrique de l'Ouest, qui étaient à Dakar à Rufisque, près de Dakar et à Dakar, sont des écoles tout à fait particulières.
et qui organisait une formation pendant 3 ou 4 ans en internat. Donc les jeunes filles qui passaient un concours dans leur territoire d'origine, si elles le réussissaient, venaient du Bénin, de Guinée, de Mauritanie et dans les années 50 même du Cameroun, donc d'Afrique équatoriale et du mandat du Cameroun. Donc elles ne sont pas nombreuses et pendant 3 ou 4 ans, elles avaient une formation qui était une formation qu'on dirait aujourd'hui avec les mots des sciences sociales genrée, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, elles étaient préparées en partie à devenir des institutrices et des sages-femmes et surtout à devenir de bonnes épouses, de bonnes ménagères, de bonnes mères de famille. Et si on regarde ce que j'ai fait en détail, mais là je ne m'étends pas les emplois du temps des matières enseignées sur une semaine, il y avait à peu près le même temps consacré à la littérature ou aux matières dites scientifiques qu'à l'enseignement ménager, aux travaux d'aiguille et aux causeries morales. Donc il y avait toute une dimension, bien entendu, de formatage hein, qui était très importante, mais je ne m'étends pas. Donc c'était une formation très conventionnelle. Et en même temps, c'est là où on voit voilà, ce qui se passe dans l'expérience de vie des gens. Elles ont été tout de suite qualifiées de femmes savantes hein, et qualifiées d'intellectuelles parce qu'elles étaient très peu nombreuses, parce que ces formations-là étaient tout à fait nouvelles. Et donc, c'est des femmes qui, dans leurs sociétés respectives, de ce qu'elles m'ont dit et puis de ce que j'ai pu voir dans les sources et dans leurs écrits, ont été à la fois admirées d'une certaine manière et critiquées. Hein. Alors, on trouve les premières prises de position, on va dire, par des Africains sur ces femmes-là et sur leur instruction à la fin des années 30. Donc, dans un contexte juste avant la Seconde Guerre mondiale où on a déjà plusieurs promotions de sages-femmes qui sont sorties, puisque les premières sages-femmes sont diplômées en 1921, et les colonisateurs français envisagent de créer l'école normale d'institutrices de l'AOF, qui ouvre ses portes réellement en octobre 1938. Et à ce moment-là, il y a un débat dans une revue pédagogique de l'époque qui s'appelle le Bulletin de l'enseignement en AOF et qui s'appelait à l'époque l'éducation africaine, un débat sur ce que les hommes africains attendent des femmes lettrées. Et donc, dans cette revue s'expriment un certain nombre d'intellectuels de l'époque qui donnent leur avis donc sur voilà. Alors ça c'est la formation qu'elles reçoivent. J'ai mis une photographie d'un cours de chimie. Ces photographies m'ont été confiées par une des anciennes élèves d'origine malienne, Madame Sira Diop, dont je reparlerai, qui voilà, les avait récoltées auprès des anciennes de l'institution. Les cours de cuisine dont je parlais, l'enseignement ménager qui était au cœur de la formation. Et puis donc ce débat, alors je ne sais pas si c'est très lisible. Oui, ça va, je me demandais si c'était assez gros. Donc c'est un extrait d'un article du futur député de Haute-Volta, Daniel Ouezin Koulibaly, qui est fort célèbre, qui écrit, donc à ce moment-là, il est tout jeune instituteur, l'école normale William-Ponty, et il écrit que de l'avis unanime des jeunes gens, il y a un manque complet d'épouses répondant à leurs aspirations, capables de leur donner la joie saine du foyer. Et il incrimine la situation lucrative de la femme indigène qui, sous prétexte qu'elle gagne sa vie, se croit dispensée de ses obligations de femme, n'accepte plus la place secondaire qui lui revient dans la famille. Trop souvent et à tort, elle veut faire comme sa compagne européenne, la pluie et le beau temps. Et en fait, c'est assez représentatif, c'est pour ça que j'ai choisi cette citation, d'un certain nombre de textes des élites lettrées masculines de l'époque qui voient dans ces femmes savantes, dans ces premières institutrices, mais là même pas, puisqu'il n'y a pas encore d'institutrices, même dans les sages-femmes qui exercent leur métier, l'idée l'incarnation, le mot modernité n'est pas employé, mais l'incarnation d'une occidentalisation, d'un décalque donc d'une certaine femme française qui serait toute puissante, qui fait la pluie et le beau temps. Je rappelle que les Françaises à l'époque de métropole n'ont pas le droit de vote et qu'elles doivent demander l'autorisation à leur mari pour travailler. Mais donc il y a cette image de la toute puissance de la femme française. Et l'idée que ces Africaines formées dans les écoles coloniales risquent de devenir comme ça. Un autre témoignage qui date cette fois un peu plus tard de 1941, que je vous laisse donc découvrir, et qui réclame
non pas la non-éducation des filles, hein, mais une certaine éducation, et qui critique le fait que ces premières femmes lettrées, ces femmes savantes, finalement auraient perdu le sens pratique, hein, et seraient déconnectées de la vie réelle. Un autre auteur, j'ai pas mis la citation, hein, parle de l'école normale de Rufisque, d'institutrice, donc comme d'une institution de marionnettes nègres. Hein. Donc bien sûr, se grève sur la critique de l'instruction des filles, une critique de la colonisation et de ce que les Français sont en train de produire comme modèle de nouvelles femmes, entre guillemets. Donc, tout ça pour dire que ces premières générations de femmes diplômées dérangent, en particulier les institutrices. Elles sont jugées plus prétentieuses, plus frivoles, plus intellectuelles que les sages-femmes, et on les affuble même du sobriquet assez parlant de demoiselles frigidaires, que j'ai retrouvé alors non seulement dans les entretiens, parce que c'est ce qui ressortait le plus quand je disais bon, comment est-ce que vous étiez perçue? Ah, vous savez, on nous a appelés comme ça, les demoiselles frigidaires, qui renvoyaient bien sûr la connotation à la frigidité était assez claire, mais qui renvoyaient aussi en première instance au fait qu'elles auraient eu des goûts de luxe et qu'elles réclameraient à leurs époux d'avoir des appareils électroménagers qui effectivement étaient rares à l'époque et coûtaient cher, et que donc voilà, pour épouser une normalienne ou une sage-femme, il fallait avoir les moyens d'avoir un frigidaire, ce qui renvoyait donc à cette idée d'occidentalisation, bien sûr. Alors, voilà un peu, hein, pour répondre à ta première série de questions. Ces femmes qui ont une formation, voilà, sur laquelle on pourra revenir, qui leur a transmis un certain nombre de connaissances. En fait, ce qui est intéressant du point de vue des trajectoires, c'est qu'elles ont eu à se faire une place différente, on va dire, de celle de leur mère, de leur tante, des femmes des générations précédentes, qui d'ailleurs n'étaient pas toutes favorables à ce qu'elles soient scolarisées. Donc voilà, j'essentialise évidemment pas la catégorie femmes. Merci beaucoup. Donc on va faire un saut dans le temps. Donc maintenant, en passant au parcours de Raïssa Malou et Tanella Boni. Donc à vous, je demande plutôt de présenter votre contexte familial et votre parcours éducatif. Comment êtes-vous devenues des femmes de savoir, spécialistes reconnues nationalement et internationalement dans votre discipline, voire au-delà? Quels ont été les facteurs déterminants, les institutions ou les personnes clés qui vous ont inspiré, soutenu, encouragé et formé? Et quelles ont été les contraintes et difficultés rencontrées? Merci de m'avoir invité. Merci à l'ENS, merci aux organisatrices et organisateurs. Je me demande si je suis une femme de savoir. C'est la première question. Et en plus, si je devais parler de mon propre parcours, je ne me pose pas la question de savoir, par exemple, qui je suis. Rarement, je me pose cette question, évidemment. Mais il m'arrive très souvent de me poser la question de savoir où je suis. C'est même l'une des raisons qui vont... c'est l'une... disons, la principale raison pour laquelle, quand il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai publié un livre qui a pour titre « Habiter », j'ai commencé par dire, en tout cas le premier chapitre a pour titre « Là où j'habite ». Et dans « Là où j'habite », en réalité, je parle de ce dont je me rappelle quand j'étais petite fille. C'est-à-dire quoi? Évidemment, j'ai des parents qui sont dans un certain lieu, parce que le lieu, c'est très important. Et le temps aussi, c'est très important. C'était juste au début des indépendances. Et à ce moment-là, je commence à décrire ce dont je me rappelle. Évidemment, je ne suis pas ici pour vous parler de ce livre, mais c'est simplement pour dire que si j'ai quelques connaissances que j'ai apprises,
c'est d'abord en famille, premièrement en famille, et ensuite à l'école. Donc, en famille, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une mère, je dirais une mère toute puissante, dont je parle d'ailleurs très souvent, qui m'inspire beaucoup quand j'ai besoin d'un personnage féminin assez fort. Il y a aussi des tantes, il y a des cousines, il y a beaucoup de femmes autour de moi. Il y a aussi des hommes. Il y a un père qui est vraiment tout puissant, qui est francophile, qui a passé au moins, je ne sais pas, 8 ans en France, qui a fait la guerre, qui est venu avec ses habitudes donc comme on disait, d'anciens combattants. Voilà, donc là aussi, j'ai appris quelque chose de la France, de la culture française, de beaucoup de choses. De ma mère, j'ai appris aussi des choses, des villages, parce que moi-même, je ne suis pas née dans un village, née à Abidjan. Tout ce que je sais, donc, du centre de la Côte d'Ivoire, qui est ma région d'origine, je l'ai d'abord appris de ma mère. Et puis, il y a une première école dans le nord de la Côte d'Ivoire, parce que mes premiers souvenirs, je les situe là, dans une ville qui est, disons plutôt vers la frontière de la Guinée. Une ville qui s'appelle Touba. Et je revois très bien cette première école. Je vois comment, parce que pour moi aussi, je vais dire ce qui est aussi très important, ce sont les bâtiments. L'école est construite d'une certaine façon. Je vois qu'il y a des persiennes. Je vois que quand on est en classe, on a vraiment beaucoup d'air. Je revois les bancs de l'école. Et je me rappelle aussi, je vois l'encre, cette encre violette. Je me rappellerai toujours donc cette encre. Dans l'encrier en faïence, je sais que j'en parle souvent, et dans mon autobiographie qui n'est pas encore publiée, l'encrier est là, parce que l'encrier, c'est quelque chose de fondamental pour moi. Je vais tremper une plume donc dans l'encrier, je vais écrire, mais il y a aussi un deuxième élément dans ma formation que je dois citer ici. Je suis une fillette mutique. Je ne sais pas pour quelle raison. Mutique. Je vais parler donc plus tard. Mais je suis en classe. Ça, c'est la première école. Donc, j'ai dit, en famille, oui, j'apprends des choses. À l'école, oui, j'apprends des choses. Mais quand on me dit, parce qu'à cette époque-là, évidemment, il y avait le tableau noir, autre objet emblématique de l'éducation à cette époque-là, le tableau noir, quand on me dit, mais va au tableau, tu vas faire la lecture. Je prends donc, parce qu'il y avait un bâton qui servait d'ailleurs à plusieurs choses, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, on bastonnait justement les élèves qui, disons, plus ou moins récalcitrants. On donne le bâton, on dit, bon, mais il faut aller là et tu lis. Je prends le fameux bâton, je pose sur la première lettre, et je suis là, je dis rien. Le maître, je dis bien le maître, parce qu'à cette époque-là, je ne me rappelle même pas jusqu'au CM2 si j'ai eu une maîtresse. Il y avait des maîtres. Vous voyez, des maîtres. Ils se fâchent, mais heureusement pour moi, je n'ai jamais été bastonnée. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais été bastonnée en classe. Donc, voilà la première école. Il y en a eu une deuxième, et puis une troisième. Oui, parce que la troisième, c'était à Abidjan. C'était chez les bonnes sœurs. C'est un autre décor. C'est, bon, je ne vais pas tellement en parler. Il y a eu une quatrième école qui est dans une petite ville à l'intérieur de la Côte d'Ivoire.
Ce que je remarque aussi dans l'école d'Abidjan et puis dans les autres écoles, ce qui me frappe aussi, ce sont des arbres. Parce que pour moi, le lieu où se passe l'instruction dans une école, c'est très important. Toujours entouré d'arbres. Ça, c'est vraiment très important pour moi. Ensuite, la dernière école primaire, c'est aussi dans une autre ville. Et quand je le dis, j'énumère tout cela. Ici, on comprend que dans mon enfance, ma formation ne s'est pas faite dans un seul lieu et dans une seule ville. Et ça, c'est vraiment très, très important dans ma vie. D'abord, ce que je sais. Disons que j'ai appris à connaître la Côte d'Ivoire. C'est d'abord ça que j'ai envie de dire. J'ai appris, la Côte d'Ivoire, c'est un pays, mais moi, j'ai appris toute petite à connaître ce pays, à côtoyer des langues qui n'étaient pas, disons, les miennes, à côtoyer des cultures. C'est ce que j'ai envie de dire. Et pour moi, c'est ça qui est important. Ensuite, le collège. Je fais le collège donc au nord de la Côte d'Ivoire. Ensuite, le lycée à Abidjan, lycée Sainte-Marie que tout le monde connaît. Et puis, juste après le lycée Sainte-Marie, j'arrive en France, à Toulouse, à Paris. Et puis, je crois que je n'ai jamais cessé de fréquenter la France. Donc, voilà le contour. J'apprends à connaître la Côte d'Ivoire, j'apprends à connaître la France, mais entre ces deux pays, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la venue à l'écriture dès l'âge de 12 ans. J'ai commencé par dire que j'étais une fillette mutique. J'ai enregistré beaucoup de contes, beaucoup d'histoires dans plusieurs langues. Et puis, à un moment donné, j'ai eu aussi une sœur aînée qui est arrivée avec un ensemble d'encyclopédies, je crois que c'était de psychologie, et puis il y avait aussi des philosophes, etc. Et au même moment, donc, j'ai commencé à écrire. Et pour moi, ça aussi, ça fait partie de ma formation. Et puis, en terminale, voilà que je suis lauréate du concours général de philosophie. Et avant cela, j'avais fait un voyage en France où j'ai appris pour une fois, pas seulement, évidemment, la Côte d'Ivoire, je la connaissais, mais à ce moment-là, au cours de mon premier voyage en France, j'ai appris qu'il y a d'autres Africains. Pour moi, c'est vraiment très, très important. J'ai été en contact avec des Africains de mon âge. Et puis, de la poésie que j'ai commencé à écrire quand j'étais toute petite, je suis passée, évidemment quelques années plus tard, aux études de philosophie, en passant par l'hypocagne et la cagne, etc. J'ai rencontré, en cagne, il faut quand même que j'en parle, c'est vrai que j'aurais pu parler de beaucoup d'autres enseignants, mais mon professeur de cagne, qui n'était pas n'importe qui, c'était un Leibnizien, mais nous le voyons comme un kantien, pour la bonne raison que tous les matins, ma cagne, c'était au lycée Fénelon. Tous les matins, nous sommes là-haut, on regarde à 7 heures du matin. Pas une minute de plus, il passe sous les fenêtres. Et c'était tous les jours comme ça, habillé de la même manière, la cravate impeccable, la veste, etc., etc. Donc, voilà ce professeur, et c'est celui-là qui, le premier, m'a fait lire une page d'Aristote. Et je peux dire aussi que c'est celui-là qui m'a, disons, donné une note que je n'espérais pas. C'est très important. C'était un devoir sur Hegel. Je le confesse ici, un philosophe que j'ai jamais beaucoup aimé, hein, même si en Côte d'Ivoire, je suis entourée de Hegeliens. Et donc, bon, on fait un devoir et il me donne un 17 sur 20. Et finalement, je ne sais pas d'où c'est sorti. En réalité, c'est ça. J'ai continué, donc,
j'ai bien dit, le premier à m'avoir fait lire quelques pages d'Aristote. J'ai fini par faire une thèse d'État sur Aristote. Donc, voilà pourquoi d'ailleurs j'en parle, parce que peut-être que si ce n'était pas lui, j'aurais travaillé sur d'autres philosophes. Vous voyez? Très important. J'arrive donc à la Sorbonne, à Paris 4, et là, je crois que c'est peut-être une chance, je n'en sais rien. J'ai des professeurs qui sont vraiment des humanistes. Je fais partie de cette génération, disons, nous étions parmi les tout derniers étudiants d'Emmanuel Lévinas à Paris 4, avant qu'il ne prenne, c'était sa dernière année d'enseignement à la Sorbonne. J'ai eu aussi comme professeur Pierre Hadot, et puis évidemment Pierre Houbenc. Donc voilà, je crois que je vais m'arrêter là. J'ai essayé de montrer un peu quels sont quelques personnages dans ma vie. Merci beaucoup. Raïssa Malou, je vous donne la parole. Merci beaucoup et enfin, merci aux organisateurs de m'avoir invité à ce colloque vraiment très intéressant. Alors, moi, mon parcours est vraiment très fort influencé par mon contexte familial. Mon père a été et est toujours l'une des figures majeures de l'histoire moderne des sciences de la République démocratique du Congo et de l'Afrique. Donc, il a été le directeur du centre, pendant une trentaine d'années, le directeur du centre régional d'études nucléaires de Kinshasa, qui abrite le premier réacteur nucléaire d'Afrique à des fins de recherche, et un des membres fondateurs de l'Académie des sciences des pays du tiers-monde. Et donc c'est un ingénieur, donc professeur à la faculté de Polytechnique de l'université de Kinshasa, spécialisé en physique nucléaire. Et donc du coup, voilà, moi, comme j'aime le dire en riant, la physique a été inscrite dans mon ADN, et donc ça a vraiment fort influencé mon choix. En plus, on a fait, enfin, tous les frères et sœurs, on a tous fait nos études dans une école d'application de l'université de Kinshasa, donc toujours baigné dans un milieu universitaire. Le quartier où on a grandi à Kinshasa était essentiellement un quartier de ces professeurs de l'université de Kinshasa, pas forcément tous des scientifiques, mais voilà, dans un milieu totalement universitaire. Donc, c'était pour moi normal de faire des études de sciences. Ceci dit, on est 5 et je suis la seule à avoir choisi de faire, on va dire, la même chose que notre père. Alors évidemment, je fais mes études autant en RDC, mais aussi en Belgique, parce que durant les années 90, et vous connaissez tous l'histoire de l'Afrique et de la RDC en particulier, donc il y a eu ce changement entre on quitte cette période de dictature de Mobutu et on passe à ce pluripartisme. Et donc, du coup, il y a eu des troubles, et donc, ce qui fait que je n'ai pas su terminer mes études secondaires en RDC. Donc, du coup, je vais les terminer en Belgique et je vais faire mes études supérieures en Belgique. Donc, j'ai cette connaissance de ces deux systèmes éducatifs. Et alors, choisir de faire la physique a pour moi été toujours tout à fait normal. Enfin, je veux dire, c'était un choix évident. Je n'ai jamais pensé ou imaginé que je n'étais peut-être pas légitime pour pouvoir faire je vais vous dire pourquoi est-ce que je le dis en tant que femme, de faire des études de physique. Et durant mes études, je n'ai jamais été marquée à ce point-là par le fait qu'il y avait très peu de femmes dans la discipline, très peu de femmes professeurs. C'est en sortant de mes études que ça a été flagrant, et surtout en écoutant mes étudiants dans le rapport qu'ils avaient avec les disciplines des mathématiques et de la physique. Parce que tant qu'on baigne dans un milieu scientifique, tant qu'on est dans une telle filière, évidemment, on évolue avec des convaincus, avec ceux qui n'ont pas de difficultés avec ces disciplines. Et il faut sortir de là et aller rencontrer d'autres et de se rendre compte, en fait, qu'il y a une aversion et une peur à l'égard des disciplines STEM, en particulier de la physique et des mathématiques. Et donc, c'est en sortant de mes études que je me rends compte des commentaires ou de l'expérience que la plupart des gens ont eu avec les mathématiques et la physique.
et qui arrive à employer des mots forts comme « je déteste les mathématiques ». Je trouvais ça étonnant que l'on puisse dire que tu puisses détester les mathématiques. Je me suis toujours demandé si les gens avaient le même type de rapport avec les autres disciplines. Est-ce qu'on pouvait dire « je déteste, je sais pas, l'économie » ou « je déteste l'histoire ». Enfin, ça me paraissait vraiment vraiment un dialogue et une relation vraiment négative et forte, vraiment émotionnelle avec les disciplines de mathématiques et de physique. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait le choix d'aller dans l'enseignement et de contribuer plutôt à réconcilier le public et les gens avec les disciplines des sciences, donc avec les mathématiques et la physique. Et donc, en donnant l'occasion, en fait, à ceux qui évoluent dans les disciplines STEM, donc les sciences, STEAM en français, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, de rencontrer en fait d'autres et de leur partager leur passion. Évidemment, on ne va pas faire devenir tout le monde physicien et mathématicien, même si on veut qu'on ait un maximum d'étudiants et les meilleurs, enfin, qui aillent dans ces disciplines. Mais ce que je trouvais important, c'était vraiment de réconcilier le grand public avec ces disciplines. Donc ça a été ce que j'estimais mon combat initial. Ça a été vraiment de travailler à donner une meilleure image, une image différente de ces filières. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un autre problème, c'était vraiment la représentation ou la place des femmes dans les disciplines STEM. Et vous avez dit, donc, j'organise par exemple tous les ans la semaine de la science et des technologies en RDC pour promouvoir ces disciplines auprès du grand public. Et chaque fois que je dis que je suis physicienne, les gens font littéralement un ou deux pas en arrière. Je veux dire, il y a comme une peur du simple fait de dire ça. Et en plus, quand ils découvrent que vous performez dans cette discipline, ils vous disent « vous devez être un homme ». Et donc, je trouvais ça franchement fort de me traiter, je dois être un homme parce que je performe dans une discipline comme la physique et les mathématiques. Et donc, jusqu'aujourd'hui, malgré toute cette histoire, ce qu'on dit, les connaissances que l'on peut avoir acquises sur... on a encore toute une série de personnes qui continuent à penser que voilà, les mathématiques et la physique, c'est pour les garçons et pas pour les filles. Et donc, mon travail ces 9 dernières années en RDC, c'est vraiment de contribuer à faire changer cette perception parce que on continue encore à associer les disciplines. Alors, physique, chimie, biologie, on va dire, on trouve que ce sont des disciplines de femmes. C'est normal de trouver des femmes dans ces disciplines. Par exemple, c'est là qu'on va trouver les quelques 2% de professeurs de la faculté des sciences sont en chimie et en biologie en RDC, tandis qu'en physique et mathématiques, vous n'en trouvez aucune. Ou dans les filières techniques en particulier. Et donc, c'est vraiment encore fort ancré dans l'imaginaire, cette séparation. On se dit, voilà, ce sont des disciplines pour les garçons, pour les hommes et voilà, les femmes. Et donc, ce qu'on a fait, c'est vraiment ce qu'on fait, c'est de travailler sur ça et de faire en sorte que l'on n'ait plus ce clivage. Alors, pour vous donner une anecdote, la personne qui m'a fait finalement m'intéresser à cette problématique des femmes dans les disciplines, en fait, il y a eu 2 événements dans ma vie qui me l'ont fait, qui ont été un élément déclencheur. J'ai écrit avec ma sœur, Malo Mano, un livre sur les physiciens, parce que je trouve, quand je dois donner le cours de physique, c'est plus intéressant de commencer par une anecdote sur les physiciens en question, parce que du coup, comme ça permet d'attirer l'attention des étudiants, parce qu'ils se demandent toujours, mais pour quelle raison on devrait étudier cette discipline, mais qui sont ces gens qui nous ont obligés là, maintenant à souffrir, parce qu'il y a toujours une souffrance associée à ces disciplines. Et donc, en écrivant le livre, c'est à ce moment-là que j'ai été frappée par l'absence de femmes. Alors, le livre allait jusqu'au 19e siècle. Vous connaissez tous Marie Curie, mais c'était le 20e siècle, donc elle ne rentrait pas dans mon livre. Mais donc, quand je prenais simplement les manuels de physique, c'était étonnant de voir qu'il n'y avait jamais aucun nom de femme, comme si les femmes n'avaient jamais contribué à l'histoire des sciences. Je trouvais ça vraiment fort. Ça ne m'avait pas marqué, moi, pendant mes études, mais c'est en décidant de faire ce livre que je me rends compte. Et donc, on a rajouté un chapitre sur les femmes. Et en présentant ce livre, alors que je pensais que j'avais déjà bien travaillé, quelqu'un m'a fait remarquer, mais tu n'as pas parlé, il n'y a aucun Africain ni personne du monde arabe, je veux dire, comme s'ils n'auraient eux non plus pas participé à l'histoire des sciences.
Et donc, il y a comme ça ce travail à faire, voilà, pour les femmes et pour l'Afrique, notamment. Et le deuxième événement, ça a été ma fille qui me demandait, parce que moi j'estime important de pouvoir améliorer l'enseignement des sciences en RDC, parce qu'avec notre monde hyper technologique et les challenges de l'humanité, il faut que l'on ait des personnes qui soient bien formées dans les filières STEM, de manière à pouvoir résoudre les problèmes dont on fait face globalement. Mais c'était pour moi ça déjà un travail en soi. Et ma fille qui dit, mais mon frère, mais pourquoi tu ne t'occupes pas aussi des femmes dans la problématique? Je dis, mais c'est déjà assez dur comme ça en RDC de convaincre qu'il faut emmener les enfants dans les filières STEM. Si en plus je dois m'occuper des femmes, c'est terrible. Parce qu'elles subissent, dans nos filières, elles subissent vraiment toute une série de violences dont on ne parle pas, et qui, finalement, détruisent tout le travail que moi je fais de convaincre que l'on ait un maximum de filles et de femmes qui se retrouvent dans les filières STEM, mais qui, lorsqu'elles y sont, eh ben, on les perd énormément parce qu'il y a tout cet espace culturel en se disant « mais tu ne vas jamais trouver de mari si jamais tu fais une filière dans les sciences et les technologies ». Mais c'est pour avoir quel type de métier, qu'est-ce que tu vas faire, comment est-ce que tu vas nous rapporter quelque chose, parce qu'il y a toujours cette idée que l'enfant rapporte ou la fille rapporte quelque chose à la famille. Et donc du coup, il faut travailler sur ces aspects-là. Je me suis rendu compte qu'il fallait travailler sur ces aspects-là aussi quand on a ce travail, ce discours d'envoyer nos filles dans les filières STEM, quoi. Et donc voilà un peu ce qui marque mon parcours et ce qui m'emmène aujourd'hui à m'intéresser et à travailler sur les filières STEM. Et donc vraiment, l'une des questions, c'était quelles étaient les difficultés rencontrées et rencontrées encore aujourd'hui, mais c'est vraiment la représentation que les gens ont de ces filières, de la place des femmes dans ces filières, de la place des Africains, des Noirs dans ces filières. Et ça représente l'une des difficultés. Une autre, c'est qu'il y a nos dirigeants dans nos pays ne comprennent pas encore vraiment l'importance qui est d'investir dans des filières techniques et scientifiques pour soutenir le développement de nos pays et qui font tendance à aller chercher des compétences extérieures alors qu'ils ont à leur disposition des compétences qu'ils devraient utiliser. Il y a des connaissances qui sont produites dans nos universités, mais qui restent dans les tiroirs et ne rendent pas service à la communauté, alors que le but de la science, c'est de rendre service à la communauté, de produire des savoirs, de nous permettre de mieux comprendre l'univers dans lequel nous vivons. Et donc, il faut aussi avoir ce dialogue avec le monde politique pour s'assurer que l'on ait plus de ressources qui soient mises à la recherche scientifique de manière à soutenir le développement de nos nations africaines. Voilà. Merci beaucoup. Donc du coup, vous avez déjà largement entamé sur la deuxième série de questions sur les engagements, mais ce qui est très bien, du coup, on peut peut-être changer l'ordre. Si vous voulez rajouter un point sur ça, n'hésitez pas, vous pouvez commencer et ensuite on continuera avec Tanella Boni et Pascal Barthélémy. Mais voilà, pour cette deuxième partie de la discussion sur les engagements des femmes de savoir, mes principales questions étaient comment décrirez-vous vos ambitions et vos engagements en tant que femmes de savoir, et pour vous, quels sont les enjeux actuels autour de l'accès des filles et des femmes au savoir en Afrique? Donc oui, je vous laisse rajouter quelques mots si vous voulez, mais voilà, vous avez aussi largement répondu. Donc, mais il y a vraiment cet aspect. Il y a un aspect culturel qui reste encore très fort, de se dire que la place de la femme reste dans le ménage. Ça reste encore assez fort jusqu'aujourd'hui dans nos sociétés. Et on pense toujours qu'il y a une série de métiers qui sont réservés ou de filières qui sont réservées aux filles et aux garçons. Et là, nous, on s'est rendu compte que le fait de mettre un maximum de filles et de femmes en avant lors de la Semaine de la science et des technologies, en lançant une base de données des femmes dans les STEM, ce qu'on a fait en 2019, était important. Par exemple, on adore dire que l'informatique n'intéresse pas les femmes. Alors que nous, quand on a lancé cette base de données des femmes dans les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques, on s'est rendu compte que 20% sont en fait informaticiennes, alors qu'il n'y a que 3% de physiciennes. Donc oui, ça intéresse les filles,
Mais le fait qu'elle ne soit pas représentée dans certaines activités, qu'elle ne postule pas à certaines choses, donne l'impression qu'elles n'existent pas et que ça n'intéresse pas. Et donc, pour nous, ça a été vraiment important d'aller les chercher, de comprendre leur parcours et de les présenter en rôle modèle pour que les représentations puissent changer auprès des filles, dans la tête des filles et des garçons. Que l'on ait un maximum de filles qui aillent dans ces disciplines, qu'on déconstruise tous ces préjugés, ces stéréotypes, et surtout que l'on ne se prive pas, comme on aime dire, de la moitié de nos intelligences. Parce qu'on a des filles ou des femmes qui sont hyper compétentes, qui ont vraiment des vues intéressantes, mais dont voilà, qu'on empêche de pouvoir participer au processus de construction des savoirs, à la création de solutions qui répondent à nos besoins. Et donc, c'est vraiment, l'aspect culturel reste encore un aspect important, d'où l'importance de la représentation, de mettre en avant des femmes, de travailler sur elles. Et donc, notre objectif, c'est ce qu'on fait. Déjà, on veut améliorer l'enseignement de ces disciplines parce qu'il faut qu'on ait de bons scientifiques pour pouvoir jouer le rôle et soutenir le développement. Et donc, c'est le travail que l'on a réalisé ces 9 années et de continuer à placer ces rôles modèles pour qu'on puisse comme ça changer cette idée et trouver normal qu'on ait une femme noire qui soit bonne, qui performe dans une discipline généralement associée à des hommes blancs, par exemple. Et donc, c'est important de travailler. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on continuera à faire. Oui. Quand j'ai fini ma première thèse et que je devais rentrer en Côte d'Ivoire pour enseigner, j'avais rencontré un Ivoirien à Paris à qui j'ai dit, voilà, je viens de terminer une thèse de 3e cycle, je vais travailler à Abidjan à l'université. Et il m'a dit comme ça, mais ça va servir à quoi? Donc, en fait, pour lui, faire des études de philosophie, avoir une thèse et enseigner, surtout quand on est une femme, ce n'est rien du tout. Et pour moi, les difficultés ne faisaient que commencer. Donc, j'arrive à Abidjan, très jeune, je commence à enseigner. Et je me rappelle très bien que dans mes premières classes, beaucoup, je pense au moins 70% des étudiants étaient plus âgés que moi. Et pour eux, c'était vraiment un événement de voir une femme dans un département de philosophie. Je précise que pendant 20 ans, j'ai été l'unique femme enseignante au département de philosophie. Mais ce n'était pas tout. Je me rendais compte que, et par la discipline, et par, disons, l'état d'esprit des gens, et par l'imaginaire qu'il y avait autour de la discipline, la bataille n'était pas d'avance gagnée. Donc, c'est à partir de ce moment-là que c'est pas que je me suis reconvertie. Moi, je suis partie d'études tout à fait classiques et je me suis dit non. Si je veux continuer à être professeur de philosophie, il faut que j'apprenne réellement à penser par moi-même. Et ça fait partie de mes engagements, penser par moi-même. Et c'est ce que j'essaie aussi d'inculquer à d'autres jeunes femmes. Parce que tant qu'on reste là, dans les universités africaines, à répéter des textes qu'on enseigne, je ne sais pas depuis combien d'années, combien de décennies, je crois qu'on ne peut pas avancer. Penser par soi-même, et ce n'était pas tout. Il fallait redoubler d'efforts. Et redoubler d'efforts pour moi, c'était aussi d'écrire. 4-5 ans après mon arrivée au département de philosophie à Abidjan, j'ai publié mon premier recueil de poésie. Et là aussi, sur le terrain d'écriture, il a fallu que je me batte parce que personne ne me connaissait. Vous savez un peu comment ça se passe en Afrique. Quand on publie un premier livre, il faut être intégré, il faut se faire connaître, ainsi de suite. Et moi, je ne venais d'aucune écurie. Parce qu'en Côte d'Ivoire, évidemment, il y avait les mandarins, il y avait les barons, il y avait ce qu'on appelait les dinosaures. Et moi, je n'étais élève d'aucun
dinosaure. Et il a fallu que je me batte tous les jours, que je me batte. Voilà. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à écrire, en fait, sur les femmes. Et pour écrire sur les femmes, j'ai commencé à fréquenter les marchés. Évidemment, tout le monde fréquente les marchés, mais on y va généralement pour acheter des choses. On a besoin de quelque chose, on va, on prend et puis on vient chez soi. Mais moi, j'y allais pour discuter avec des femmes. Et je pense que ça a porté ses fruits. Et pour moi, ça a été vraiment très important. Vous voyez, c'est là aussi que j'ai appris des choses de la vie réelle. Parce que, quelque part, je me sentais un peu mal à l'aise dans la tour d'ivoire de l'université. Et le fait de m'ouvrir donc sur la société, dans les marchés, dans les rues, ailleurs, d'être en contact avec d'autres femmes, m'a permis véritablement d'écrire sur les femmes, de savoir qui elles sont, où elles habitent, quels sont leurs rêves, comment elles élèvent leurs enfants, quel type de relation elles ont avec leur mari. Parce que ça aussi, c'est vraiment très important. On ne peut pas dire, on se donne les moyens de penser sa société et quand on est une femme et laisser de côté donc celles qui sont comme nous et qui ont leurs propres problèmes. Et aujourd'hui, je crois que mes engagements sont aussi ailleurs, puisque je suis d'abord poète avant d'être quoi que ce soit, même avant d'être philosophe. J'essaie d'être philosophe, mais je crois peut-être que je suis poète. Et si on cherche ma philosophie, il me semble qu'il faut lire aussi ma poésie. Et voilà pourquoi, depuis toujours, j'essaie de lutter pour créer des espaces de poésie en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Par exemple, organiser un festival de poésie. Imaginez, dans un pays, parce que je vous écoutais là tout à l'heure, dans un pays comme la Côte d'Ivoire où pendant très, très, très longtemps et jusqu'à aujourd'hui, on se pose la question de savoir, mais finalement, la philosophie, c'est quoi? Ça, c'est pour les désœuvrés, ça sert à quoi? Et vous savez, peut-être, enfin, vous ne le savez pas, mais il y a eu un moment où on a failli supprimer même le département de philosophie. Parce qu'on a besoin de sciences dures. Donc, imaginez dans un pays comme ça, où on se dit, mais la poésie, c'est quelque chose d'important. Mais pour moi, c'est important. Ce n'est pas seulement pour les poètes, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. C'est pour aussi les jeunes femmes, les jeunes filles. Parce que là aussi, il y a une autre bataille. Il faut qu'elles puissent apprendre, je l'ai dit au départ, moi, c'est par la poésie que je suis sortie du silence. Il faut qu'elles apprennent à sortir du silence et à sortir de ce qu'elles répètent et à sortir de ce qu'on leur inculque depuis toujours. C'est-à-dire quoi? Vous êtes des citoyens, des citoyennes de seconde zone. Là, vous devez être soumises à vos époux. Vous devez baisser les yeux, etc., etc. Il faut qu'elles apprennent et à penser par elles-mêmes et à parler aussi, à s'exprimer, à parler de leur corps. Parce que c'est ça, c'est très important pour une femme de sentir qu'elles ont un corps. Or, j'ai remarqué que, en réalité, beaucoup de femmes, en tout cas en Côte d'Ivoire et dans les pays africains où je suis allée, beaucoup de femmes subissent leur corps. Alors, comment penser leur corps? Comment prendre du plaisir à être dans un corps? Cela aussi fait partie de mes engagements. Merci beaucoup. Donc maintenant, je laisse la parole à Pascal Berthelemy pour parler des engagements des diplômés d'AOF. Oui, bah, j'écoute avec fascination les témoignages de mes collègues. En fait, donc, je vais revenir moi, un petit peu en arrière, mais sur cette articulation qu'on a entendue, c'est-à-dire entre savoir et engagement.
cette idée de combat. En fait, c'est quelque chose qui, là aussi, a été très occulté. Je crois que la remise en cause des préjugés, elle vient aussi du fait qu'il n'y a pas de récit véritablement de longue durée qui met en avant, justement, qui mettent en avant des parcours. Alors, moi, quand je travaillais sur les premières sages-femmes et institutrices, j'ai croisé cette femme politique qui est maintenant beaucoup mieux connue, je pense, mais encore que je n'en sais rien. Ses mémoires ont été republiés par Présence africaine récemment, Awa Keïta, donc qui vient d'originaire du Mali, qui a publié ses mémoires en 1975. Et alors, cette photo qui est à gauche m'a été envoyée par mon amie et collègue Anne Hugon, qui passe ce boulevard Saint-Michel très fréquemment, puisqu'elle enseigne à la Sorbonne. Et elle m'a dit, mais regarde, à côté, alors je ne sais pas si vous pouvez lire, mais il y a un petit autocollant. Ça date de cet hiver, du mois de décembre, je crois. Il y a marqué Awa Keïta, militante, sage-femme, syndicaliste, femme politique malienne, figure historique de la lutte anticoloniale. Je trouvais que c'était assez fascinant, je ne sais pas voilà, d'où vient ce petit autocollant à côté de ce panneau du boulevard Saint-Michel. Donc, je connaissais les mémoires d'Awa Keïta, mais je n'avais pas fait le lien entre sa profession de sage-femme en fait, et son engagement politique. Et en fait, les deux ont été extrêmement articulés et liés dans toute sa carrière, puisqu'en fait, elle a fait de son métier l'occasion en fait, de discuter, comme le disait d'ailleurs Tanela Boni, avec des femmes qui venaient la voir au dispensaire ou qu'elle accouchait à la maternité, de discuter politique. Donc, on est dans les années 50, on est dans la lutte contre les colonisateurs français. Et en fait, son exercice professionnel, ses savoirs de sage-femme lui ont servi aussi à militer au quotidien, à créer des comités de femmes à l'époque du Rassemblement démocratique africain, donc, qui a été créé en 1946. Mais en fait, Awa Keïta apparaissait comme une figure très isolée parce qu'elle avait fait cette démarche dont vous avez parlé, c'est-à-dire la prise d'écriture. Parce qu'en fait, elle a écrit ses mémoires, qui sont un livre absolument extraordinaire, encore trop peu exploité à mon avis par les historiens et les historiennes. Elle a publié ses mémoires qu'elle a écrits en fait après s'être retirée de la politique en 1968 quand il y a eu le coup d'État qui a renversé le régime de Modibo Keïta. Donc elle s'est retirée de la politique et elle a commencé à écrire ses mémoires entre la France et le Congo Brazzaville où elle a séjourné pendant un temps. Et donc, assez longtemps après son engagement, qui date des années 50, elle a fait cette démarche de mettre en mots son combat d'une manière tellement détaillée que je pense que c'est un livre qui a été fondé sur un journal, sur des notes prises au jour le jour, parce qu'elle raconte au jour le jour les campagnes électorales, etc. Donc, c'est un livre vraiment, vraiment important. Et en fait... On connaissait son combat, mais ce dont je me suis rendu compte en travaillant sur les jeunes femmes qui avaient été formées dans les mêmes institutions, c'est qu'il y en avait d'autres qui étaient moins connues ou connues, mais voilà, qui avaient laissé moins de traces que l'on puisse lire, en tout cas, qui avaient peut-être raconté leur histoire, mais voilà, qui s'étaient un peu perdues. Parmi ces autres femmes, je voulais parler alors de Jeanne Martin Cissé, mais qui a publié beaucoup plus tard ses mémoires en 2009, La fille du Milo, qui est aussi un très beau livre, donc qui est d'origine guinéenne et qui a été la 10e institutrice de Guinée. Donc elle naît dans la petite ville de Cancan en 1926 et elle a suivi un parcours de formation qui ressemble alors à ce que vous disiez, notamment de l'importance du père dans l'accès à la scolarisation. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans pratiquement tous les témoignages, en fait. C'est-à-dire que c'est le père qui, avant tout, dit, avant la mère, qui dit, voilà, ma fille, tu vas aller à l'école et il faut que tu fasses des études pour des raisons qui peuvent être variées, mais en tout cas, ça m'avait frappée lorsque j'ai interviewé ces premières générations de diplômés. Donc, Jeanne Martin Cissé, qui a été aussi une militante politique très importante, à la fois au Sénégal, où elle a exercé comme institutrice, et en Guinée. Une autre femme dont le profil est un petit peu différent, Sira Diop Sissoko, que vous voyez sur les photos en noir et blanc lors de ses études donc à l'école normale de Rufisque, et puis que vous voyez donc à droite en couverture, comme Jeanne Martin Cissé avant d'ailleurs, c'est le même magazine, d'un magazine qui s'appelle Femmes du monde entier,
et qui est en fait le magazine de la Fédération démocratique internationale des femmes, qui était une association féminine internationale, qui a été créée en 1945 et qui appartenait, on va dire pour dire les choses simplement, au conglomérat communiste, donc au départ assez ouverte politiquement et à partir de l'installation de la guerre froide 47-48, très proche du bloc de l'Est, une association qui organisait des congrès internationaux donc dans les années 50, qui rassemblait des milliers de femmes du monde entier, dont quelques africaines. Et en fait, mon cheminement, on va dire, en tant qu'historienne, a été de partir donc de ces formations scolaires dans ces écoles fédérales, de me rendre compte à travers des découvertes archivistiques sur lesquelles je ne m'étends pas, que ces femmes, en fait, non seulement s'étaient engagées politiquement dans leur pays, mais pour certaines, avaient été jusqu'à porter leur combat, qui était un combat à la fois anticolonial et féministe, même si aucune d'entre elles ne se déclare féministe, ni dans les écrits, ni oralement, mais un combat pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, pour la promotion des femmes dans leur société, des combats qu'elles ont portés aussi à l'échelle internationale. Et donc je me suis rendu compte avec étonnement, mais sans doute aussi lié à des préjugés que je pouvais avoir sur justement le fait que les femmes d'Afrique étaient cantonnées à leur univers, au village, à la ville, un univers où on circulait peu. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des déléguées africaines dans les congrès internationaux de femmes dès la fin des années 40. La femme de Ouezin Coulibaly, justement, Célestine Ouezin Coulibaly, qui participe en décembre 1949 à un congrès de la Fédération démocratique internationale des femmes à Pékin. Et pendant que son mari est en tournée, d'ailleurs, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Donc c'est elle qui voyage et lui-même l'écrit d'ailleurs. Il dit je fais le tour des comités du RDA pendant que ma femme est en Chine en train de représenter les comités féminins du RDA. Donc des inversions comme ça. Alors le lien savoir-pouvoir, savoir-engagement, il faut l'examiner, mais on a des femmes qui à leur époque, dans leur contexte de domination, qui était une double domination coloniale masculine, se sont engagées. Je vous ai donné quelques exemples, mais elles sont beaucoup plus nombreuses que cela. Et vous avez donc sur cette photo trois de ces personnalités, dont Jacqueline Kizerbo au centre, dont je vais reparler dans un instant, Sira Diop Sissoko à droite, et Rokia Tousso, qui était une sage-femme et qui a été très active dans l'organisation des femmes travailleuses au Mali dans les années 50. Et donc, j'avais eu la chance, quand je suis allée à Bamako, à ce moment-là, ça fait déjà 20 ans, de les rencontrer, de pouvoir les interviewer. Et ce qu'elle disait, c'était qu'elles avaient été dans des positions déjà à l'époque compliquées, de définition, de savoir où on habite, où on est, de quel lieu. J'aime beaucoup cette image de où j'habite plutôt de qui je suis, parce qu'en fait, ce sont des générations de femmes qui ont eu à faire ou ont essayé de faire une forme de synthèse entre les savoirs qu'elles avaient acquis, la formation qui leur avait été donnée dans un contexte très particulier, et puis leur culture, les attentes, plutôt que de culture, je dirais les attentes de leur société, les attentes de leurs enfants aussi, de leur mari, de leur famille, etc. Et donc l'écriture, la prise d'écriture a été vraiment très importante dans leur combat. Et voilà, je termine par deux photos de la participation de ces militantes à des congrès internationaux. Par exemple, la première conférence mondiale des travailleuses, où vous avez donc à gauche sur la photographie Aïssata Sow Coulibaly, qui a été aussi une militante importante de la cause syndicale au Mali, avec cette articulation compliquée entre cause anticoloniale et cause féministe. Et après les indépendances, les questions se posent encore différemment. Et là, vous avez donc en 1958 à Vienne
le 4e congrès de la Fédération démocratique internationale des femmes, où se retrouvent des délégués d'Afrique, hein, et qui est un congrès qui est très important parce que émerge à ce moment-là, on est 2 ans en gros avant, la Guinée est déjà indépendante bien sûr, mais non pas encore d'ailleurs, mais bientôt, ça se tient en juin 1958. On est à un tournant où ces femmes-là, le petit groupe qui est rassemblé là, plus quelques autres, décident de s'unir entre femmes de l'Ouest africain, de créer d'abord ce qu'on a appelé une union des femmes de l'Ouest africain en 1959, qui disparaît assez vite, et ensuite d'organiser en Tanzanie, en 1962, une conférence des femmes d'Afrique qui est devenue une organisation qui existe toujours, qui est la Panafricaine des femmes, et qui a été créée 1 an avant l'OUA, et qui a rassemblé des femmes venues de tout le continent, des pays indépendants, des pays qui étaient encore en lutte, donc comme des représentantes des colonies portugaises, etc., des représentantes du Cameroun. Et on retrouve dans les participantes à cette conférence des femmes africaines de 62, bien sûr des femmes lettrées, mais pas seulement. Hein, mais on voit ce désir aussi, hein, d'union et d'engagement commun, peut-être dire un panafricanisme au féminin, hein, quelque chose de ce genre-là, pour faire entendre la voix des femmes dans un monde qui était encore à l'époque très, très masculin. J'ai une question pour les 2 intervenantes, Malou et Boni. Alors, ce que j'ai remarqué particulièrement dans vos 2 cas, dans vos 2 parcours, c'est un capital social. Si je peux appeler ça ainsi. L'une de vous, son père était enseignant. L'autre, son père a été ancien combattant. Il a fait la France. Et vous avez presque tous les 2 fréquenté à l'extérieur. Ce que je voudrais savoir, ce parcours social-là, ce capital social-là, est-ce qu'il le faut pour toutes les autres femmes pour pouvoir avoir d'autres parcours comme le vôtre? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui en Afrique, sans ce capital social, de pouvoir reproduire vos parcours? Au niveau de vos engagements, est-ce que, par exemple, comme Malou le souligne, pour inciter les jeunes filles à faire des mathématiques, de la physique, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de s'attaquer d'abord à ce capital social qui peut plus tard permettre d'avoir d'autres parcours? Merci. Moi, j'ai une question pour Tanela Boni et une autre. Alors, pour Tanela Boni, c'est en fait une question sur comment on fait pour traduire, dans le sens de vraiment traduire dans des langues locales, mais aussi conduire la poésie aux femmes, afin qu'elles puissent aussi participer à cette dynamique de création d'espace. Et aussi au mouvement de description, mais aussi de transformation qui est au sein de la philosophie même. Et mon autre question pour... c'est Raïssa, c'est ça? Non? Oui, ok. Manu. C'est comment on responsabilise les hommes, ou en tout cas on les fait participer dans dans l'élargissement en tout cas du bassin de femmes qui ont accès à l'éducation, en tout cas aux sciences. Et quand on est imbibé dans un contexte où et des hommes, ou en tout cas beaucoup d'hommes qui ont un gros pouvoir médiatique ou religieux, continuent de relayer des messages où on bloque en tout cas la femme dans une dimension un peu ménagère. Tout le monde a entendu ce refrain de la place de la femme, c'est à la cuisine. Et ce sont aussi des messages qui ont beaucoup de force dans des environnements de la famille, notamment avec les tantes, les mamans, les grands-mères, qui ont réussi dans la vie et qui ont une légitimité dans le fait de donner des conseils aux jeunes filles, et donc peuvent justement les influencer en leur disant les doctorats c'est pas pour les filles, les sciences c'est pas pour les filles, etc., etc. Donc comment on fait pour déconstruire ça
afin de pouvoir justement reconstruire, parce qu'il y a plein de jeunes filles et femmes qui ne sont pas seulement à la recherche de réponses, mais très souvent sont aussi à la recherche de questions, parce que pour changer, il faut d'abord se questionner et questionner son environnement. J'aurais juste une question rapide sur le contenu des savoirs et comment l'ouverture de l'enseignement aux femmes a contribué à modifier un peu l'épistémologie des différentes disciplines, en l'occurrence, par exemple, dans les deux cas qu'on a, la philosophie et les sciences physiques, s'il y a des... disons, le fait qu'il y ait des étudiantes, puis d'ailleurs qui vont devenir enseignantes, à modifier un peu le contenu, la manière, pas seulement la manière dont on approchait, on enseignait ces disciplines et on en parlait, mais aussi ce qui était enseigné, l'épistémologie. Merci beaucoup. J'avais une question pour la philosophe. C'est que, en fait, je n'ai pas perçu la spécificité de sa condition de femme dans son parcours. C'est-à-dire que même pour les hommes, le problème du choix de la philosophie comme discipline se pose. Pourquoi vous faites philosophie? Parce qu'actuellement, on est plus dans la fonctionnalisation des savoirs. À quoi ça sert après? Est-ce que ça peut servir à produire des richesses? Donc, même pour les hommes, la question, elle se pose. Alors, je n'ai pas perçu la spécificité à elle de sa condition de femme dans son parcours. Et enfin, est-ce que les philosophes, souvent, ils sont dérangeants? Au Cameroun, par exemple, on a carrément interdit cette filière-là parce qu'il y avait le chef du département de philosophie de l'université de Yaoundé, le philosophe Martien Toa, qui était très, très critique et hostile au pouvoir. Et du coup, on a banni la philosophie comme discipline scientifique pendant quelques temps. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi lié au questionnement que suscitent les philosophes, à leur position souvent très critique vis-à-vis des pouvoirs et des politiques? Est-ce que ça ne justifie pas, à un moment donné, l'anxiété, le regard méfiant que suscitent des études et des parcours de philosophie et qui ne sont pas spécifiquement ou en tout cas liés à la condition de femme? Merci. Oui, capital social. Je pense que, à mon avis, peut-être que ça a peu de choses à voir avec ce qu'on peut devenir, même si c'est vrai que le milieu social, le milieu familial plutôt peut agir. Ça peut être même très intéressant. C'est vrai que moi-même, du point de vue philosophique, je réfléchis sur la famille parce qu'on sait aussi que, évidemment, la famille, dans la plupart des pays africains, en tout cas en Côte d'Ivoire, les familles, elles ne sont jamais, comme on dit, nucléaires, ça va dans tous les sens, et que pour l'éducation des enfants, évidemment, ça peut créer d'autres types de problèmes. Mais à mon avis, je pense que quand dans une famille, quelle que soit la forme de cette famille, quand dans une famille, il y a des modèles ou des piliers qui soutiennent vraiment les enfants, il me semble qu'il n'y a pas de problème. Quel que soit ce que vous appelez capital, vous avez dit quoi? Capital social. Donc voilà ce que je peux dire très, très, très rapidement. En tout cas, pour moi, bon, ça a peu de choses à voir, même si on peut dire que, bon, quelquefois, ça peut aider. Mais moi, je dirais pas toujours. Ça dépend aussi des enfants, hein, parce qu'il y a eu des moments, s'agissant de mon cas, par exemple, il y a eu des moments où je me suis retrouvée toute seule, sans parents. Bon, ça, c'est vrai qu'on ne le dit pas toujours, mais ça dépend de ce qu'on a reçu aussi comme éducation tout jeune, je vais dire tout petit. À propos de la poésie, moi, je dirais que la poésie des femmes, elle n'est pas toujours dite ou écrite en langue française. Moi, je connais des femmes qui disent de la poésie dans leur langue. Écoutez donc très souvent les femmes, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes, en train de chanter, en train de dire de la poésie dans leur langue, en parlant de leurs conditions de vie, en parlant de leurs voisins, de leurs voisines, de leurs enfants. Je dirais c'est absolument magnifique. Donc à ce moment-là, moi je ne dirais pas qu'on a besoin de traduire quelque chose du français dans les langues. Au contraire, c'est peut-être nous
qui écrivons et qui parlons en français, c'est à nous peut-être d'aller écouter ce qui se passe auprès de celles qui ne parlent pas peut-être la même langue que nous. Autre chose, très souvent, on oublie qu'aujourd'hui, le français, moi je le dis, hein, le français, c'est aussi une langue africaine. Bon, voilà, c'est dit. Le français, c'est aussi une langue africaine. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour parler le français avec son accent, avec sa culture, ainsi de suite. Alors, il y avait quoi? Je crois qu'il y avait aussi une question sur la philosophie. Bon, moi, je connais beaucoup de femmes, beaucoup plus âgées, même de l'âge de ma mère, qui étaient plutôt de très grandes penseuses, je dirais, des philosophes. Et il me semble même que j'ai déjà déclaré plus d'une fois que ce n'est pas seulement Aristote, hein, c'est aussi ma mère. C'est aussi ma mère qui a fait que, je réponds par la même occasion à une autre question, qui a fait que j'ai choisi finalement la philosophie. Or, ma mère, elle avait des connaissances qui n'étaient pas justement des connaissances modernes, entre guillemets. Ce n'était pas ça du tout. Mais pourtant, elle avait une pensée qui était très claire. Je dirais qu'elle faisait à la fois de la philosophie pratique et théorique. Bon. Ce que je peux dire aussi, alors, excusez-moi que je mette mes lunettes pour voir la suite des questions. Je dois dire que quand j'ai choisi de faire de la philosophie, l'année où j'ai choisi de faire de la philosophie, la Côte d'Ivoire n'en voulait pas. Pour la bonne raison que je me suis rendu compte, parce qu'il y avait à cette époque-là, au début des années 70, il y avait ce qu'on appelait les orientations, évidemment. On choisit donc pour chaque bachelier et chaque bachelière la filière à suivre. Et moi, j'ai retrouvé mon nom dans la filière, c'était quoi? C'était dans un département d'allemand. Bon, parce que c'est vrai, j'étais très bonne en allemand, mais moi, ça ne m'intéressait pas et j'avais la possibilité de venir en France et de faire des classes préparatoires et de choisir la philosophie que j'aimais beaucoup. Voilà, donc j'ai eu le choix et j'ai choisi. Seulement, je dois dire qu'il ne faut pas penser que quand c'est une femme, ça passe comme une lettre à la poste. On n'a pas le temps ici. J'aurais pu passer peut-être toute une semaine à égrener devant vous toutes les difficultés qu'on a quand on est une femme. D'abord, pour penser, pour se faire reconnaître cette pensée-là, pour se faire publier, pour publier, je crois que c'est plus qu'un parcours de la combattante. Ce n'est pas, ne me dites pas, pour les hommes et pour les femmes, c'est la même chose, etc. Non, je vous dis non et non, j'en suis la preuve vivante. Oui, je crois que vous avez dit beaucoup de choses. Hein. Les philosophes sont dérangeants. C'est pour ça qu'on supprime les filières. Je vous avais dit très rapidement en passant que, effectivement, à un moment donné, vous faites Boigny, paix à son âme, qui était un peu Dieu sur terre, tout le monde le sait, avait supprimé, mais pas pendant longtemps, hein, le département de philosophie parce que ça avait rejoint l'ethnologie, l'anthropologie, etc., etc. Mais pas pour longtemps. La preuve, c'est que c'est un vieux département de philosophie et qui est toujours là. Et comme j'ai dit, aujourd'hui, il y a quand même une bonne dizaine de femmes qui sont dans ce département et chacune est en train de faire son parcours de combattante. Voilà, merci. Merci pour les questions. Donc, je vais répondre directement aux deux questions qui m'ont été posées directement. Donc, l'une
Est-ce qu'il est possible d'avoir le même parcours sans avoir le même capital social et puis finalement le poids de la famille, ou comment on peut arriver à ce que les hommes participent ou laissent plus de femmes qui aillent dans les filières STEM. Alors voilà ce que fait la République démocratique du Congo. On a d'abord commencé, on a changé les programmes éducatifs. Donc on a fait une réforme de l'enseignement des sciences et des mathématiques en agissant surtout beaucoup sur le contenu des savoirs, donc la quantité de savoirs que l'on devait donner, donc on a réduit à l'essentiel, mais aussi avec d'autres types de pédagogie, avec d'autres activités qui, je ne veux pas dire favorisent les filles, mais rendent les filles plus à l'aise pour apprendre ces disciplines. Par exemple, en ayant des activités qui sont plus tournées sur des activités de groupe, où on peut travailler ensemble, sur des activités plus créatives, en donnant du sens à ces apprentissages, parce que le problème des mathématiques, par exemple, c'est qu'on n'arrive pas à trouver à quoi elles servent, quel est le sens de cette discipline, pourquoi devrait-on apprendre les mathématiques ou la physique, la chimie, la biologie. Donc c'est vraiment de construire le sens, de donner du sens à ces savoirs et de leur donner une application. En se disant, le but n'est pas d'apprendre toute une série de savoirs, mais mais qu'est-ce que je fais de ces savoirs et comment je peux jouer un rôle positif dans les communautés. C'est vraiment le sens de la réforme de l'enseignement des sciences et des mathématiques en RDC, de manière à pouvoir favoriser que l'on ait le plus de filles qui aillent dans ces disciplines. Un autre problème qui est avec la RDC, c'est par exemple dans les filières sciences, on avait l'option maths physique et l'option biologie-chimie. Et donc, on avait finalement le maximum d'étudiants, en particulier beaucoup de filles, qui allaient en chimie-biologie et très peu en maths physique. Et donc, cette filière, cette section avait tendance à disparaître. Ce que l'on a fait, c'est qu'on les a fusionnés en faisant une option scientifique. Comme ça, on offre la meilleure formation possible à nos élèves et on arrête d'avoir cette idée que les maths physiques, c'est les garçons et biologie, chimie, c'est pour les filles, alors qu'en réalité, ils avaient le même cours de maths et ils avaient finalement à peu près la même formation. Donc, on a fusionné pour ne faire qu'une seule option, une option scientifique. L'autre problème aussi, c'est le problème de l'accès justement à ces disciplines. On a fait une cartographie de l'offre pédagogique, enfin de l'offre éducative sur l'ensemble du territoire de la RDC, et que l'on a vu qu'au final, l'une des raisons pour lesquelles on avait si peu d'étudiants et d'étudiantes qui allaient dans ces disciplines, c'est qu'elles n'étaient pas accessibles pour les écoles qui étaient dans l'environnement. Et on a encore cet héritage finalement colonial, c'est que finalement la répartition des options avait été mise en place par l'époque coloniale et avait été finalement gardée par paresse, par envie, etc. Au lieu de mettre l'accent sur les filières techniques et scientifiques, donc c'était plus sur une formation de pédagogie que l'on pensait plus facile, et donc on envoyait nos enfants surtout là. Et donc l'idée, c'était justement de changer, de transformer ces écoles secondaires générales en plutôt des écoles techniques et scientifiques et de renforcer l'option scientifique. Mais on s'est aussi rendu compte que quand on a sondé les parents, c'est que de toute façon, même s'il y avait cette option, ils n'enverraient quand même pas leurs enfants et pas leurs filles dans ces disciplines, parce qu'il n'y a pas non plus de lien direct avec mais à quoi ça va servir, comment tu vas m'aider, c'est pour quel type de métier, alors que c'était plus évident pour pédagogie. Et donc, du coup, on a travaillé notamment avec la Semaine de la science et des technologies, de promouvoir les disciplines, de pouvoir les métiers, les disciplines, pour que l'on puisse convaincre, et surtout de faire le lien avec le secteur privé. Parce que ce qu'il faut, c'est consommer ces disciplines techniques et scientifiques, mais donc il faut pouvoir créer des emplois, créer des entreprises. Il faut que les personnes qui sortent de là soient prises dans des entreprises ou qu'elles puissent en tout cas créer leur propre emploi, créer qu'elles puissent vivre en étant dans ces disciplines. Maintenant, le poids de la famille reste important, parce qu'aussi il y avait un manque de rôle modèle. Et c'est là toute l'importance du travail avec la Semaine de la science et des technologies, c'était on continue de mettre en avant des femmes dans ces disciplines. Et en fait, les familles, les filles et les garçons peuvent se reconnaître dans ces femmes. Et ça marche bien, parce que l'on voit maintenant que ça paraît normal d'avoir des scientifiques dans le paysage global de la RDC. Ok, c'est pas encore ce que l'on voudrait, mais c'est devenu normal. Et donc, on voit des familles, on a vraiment vu des familles qui ont changé leur perception par rapport à ces disciplines, parce qu'ils se sont dit, mais
quand on a présenté nos Amazones des sciences à l'une des éditions de la Semaine de la science et des technologies, il y avait un ministre à côté de moi qui m'a dit, mais en fait, finalement, mais pourquoi est-ce qu'on empêche nos filles d'aller dans ces disciplines alors qu'elles sont jolies, qu'elles ont l'air normales, etc., en voyant nos Amazones des sciences, comment on les avait appelées. Et donc, on voit vraiment que le fait de mettre en avant d'autres femmes fait que les familles changent leur perception parce qu'elles ont des modèles, elles ont des personnes auxquelles elles peuvent s'identifier, des personnes qui continuent à véhiculer les valeurs essentielles de la famille, de la culture, mais qui performent dans les disciplines STEM. Donc, la RDC agit à la fois au niveau du système éducatif même pour réformer les programmes de manière à rendre ces disciplines plus intéressantes en se focalisant sur le fait, ben voilà, on veut outiller nos jeunes pour qu'ils sachent jouer leur rôle dans les communautés et qu'on les forme le mieux possible pour les études universitaires et on veut les garder les plus loin possible, le plus loin dans les carrières. Mais à côté de ça, on fait toute une promotion des sciences et des technologies pour permettre aux familles et à tous ces cercles de pouvoir, l'Église, la politique, la famille, qui puissent changer leur perception et trouver normal que l'on ait des femmes qui performent dans les disciplines STEM. Donc c'est le travail qui a été fait ces 9 dernières années et qui va continuer. Il continue parce que l'on voit les résultats concrètement auprès des familles, auprès des gens de ce changement de perception dans ces filières, quoi. Et on voit maintenant des filles qui ont le courage de venir me dire, mais vous savez, j'aurais tellement voulu faire des études de mathématiques ou de physique, mais c'est juste que dans mon environnement familial, il n'y avait pas de figure. Et donc on développe le mentorat, on met en place des filles pour que toutes celles-là qui n'ont peut-être pas l'avantage, qui n'ont pas l'avantage d'avoir eu le parcours que moi j'ai eu, on va dire facile, d'avoir tout de suite une figure auquel m'identifier, qu'elles puissent trouver cette figure ailleurs. Et donc c'est ça tout le sens d'avoir cette base de données, de mettre en avant toutes les femmes dans les filières STEM. Et on le fait aussi, et, par exemple, je vais vous donner un exemple avec la pandémie, où vous savez, il a fallu développer toute une série de ressources pour que l'enseignement continue. Et ben, pas mal de pays ont préféré par exemple prendre des ressources venues d'ailleurs pour pouvoir les utiliser. Et nous, ce que l'on a fait, c'est qu'on a développé des youtubeurs scientifiques, mais alors congolais, et en majorité des femmes, pour aider à changer justement cette perception et pour que ça devienne normal et que ces filles qui n'ont pas l'occasion d'avoir autour d'elles des personnes qui puissent les influencer positivement, et ben, qu'elles aient en fait dans le milieu, à la télé, via YouTube, d'autres visages auxquels elles peuvent s'identifier, et on les met en relation quand c'est possible, quoi, pour vraiment soutenir les filles en question.